Bien, nous allons reprendre donc cet après-midi, après ce matin donc avoir échangé sur les sources et après vous avoir présenté donc la base de données des résistants sur le site Mémoire des Hommes. Cet après-midi, nous allons donc nous concentrer sur faire l'histoire de la résistance à partir des dossiers individuels avec donc deux tables rondes. Et donc la première table ronde qui s'appelle Méthodologie, comment exploiter les dossiers individuels, avec deux intervenants qui prendront la parole tour à tour. Donc déjà d'une part je vous présente à ma gauche Monsieur Breuil. Monsieur Breuil qui est chef de la division des recherches administratives et de la gestion des droits au service historique de la défense et qui va vous parler notamment des procédures d'homologation des services dans la résistance. Donc on va parler avec lui de textes réglementaires, on va parler des grandes familles de résistance, il va vous expliquer plus précisément ce qu'est un FFI, ce qu'est un FFC, ce qu'est un FFL, parce que ce sont des notions dont on entend parler, mais il faut voir précisément ce que ces notions relèvent. Et donc M. Breuil nous expliquera tout ça en détail. Et puis, à ma droite, je vous présente Michel Blondin. Michel Blondin, qui est un historien, qui a préparé une thèse sur le bureau des opérations aériennes en région sud, D, en région D, qui habite à Dijon, qui nous fait le plaisir d'être parmi nous aujourd'hui. Michel Blondin, qui connaît très très bien les archives du bureau Résistance, qui est un habitué, et qui va nous parler du statut des agents des forces françaises combattantes et nous expliquer plus précisément le décret 366 du 25 juillet 1942 et les archives qui concernent justement, qui relèvent de ce décret. Voilà, alors messieurs, je vous laisse la parole. Donc on commence par l'intervention d'Éric sur l'homologation des services dans la résistance. Donc bonjour à tous. Donc avant toute chose, je voulais vous préciser que faire un retour sur les procédures d'homologation des services dans la résistance, en ce qui nous concerne, c'est avant tout des services militaires. Donc nous, on est une émanation de l'ex-bureau Résistance qui, à l'origine, devait homologuer des services militaires. Donc alors Frédéric l'a fait ce matin, je vais le refaire, ce sera un peu une redite, sur l'historique du bureau Résistance. Puisque à la fin de la guerre, les différents services liquidateurs des FFI, des FFC et des FFL ont été rattachés au ministre des Armées, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Après un court intermède où ils ont été rattachés à la vice-présidence, au vice-président du Conseil, ils ont été ensuite rattachés à la DPMAT à partir de 1952. Donc à partir de 1952, ils ont été rattachés à la DPMAT. En 1965, on voit un arrêté ministériel qui précise l'existence d'une section résistance qui va un peu unifier tous les services liquidateurs. En 1980, on trouve la trace de la création d'un bureau résistance qui succède à la section résistance. Ce bureau résistance est rattaché en 1988 à la SDBC, sous direction des bureaux des cabinets, directement auprès du ministre. Ce bureau résistance est ensuite rattaché à la DPMA en 1999. En 2005, il est intégré au sein Alors en 2005, création du SHD, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Donc le bureau résistance est rattaché au SHD. Il est rattaché auprès du DIMI. C'est un département interarmé ministériel et interministériel. Et il a cessé d'exister en 2013. Donc, à l'heure actuelle, ce bureau résistance a été éclaté en deux parties. On trouve la gestion des fonds. Donc là, c'est Frédéric qui s'en occupe. C'est la partie archivistique, valorisation des archives. Et la partie gestion des droits. Donc là, ça revient directement auprès du département de la collecte et des recherches administratives. C'est le département dans lequel je travaille. Donc je travaille au DCRA et plus particulièrement à la DRAGD. Et on a repris les anciens services, l'ex-bureau Résistance. Donc ce bureau Résistance qui, à sa grande époque, comprenait une dizaine de personnes, maintenant comprend un sous-officier. Donc ça vous donne un
un peu l'idée du volume de travail que représente l'homologation des services. Donc, on va faire un rapide historique, hein, c'est ce que Frédéric vous a développé ce matin sur l'histoire du bureau résistance. On verra après les grandes familles de résistance et les différentes procédures d'homologation qui s'appliquent à chaque grande famille. Alors, en ce qui concerne le bureau résistance, alors l'historique du bureau résistance, bon, je vous fais un bref rappel, hein, ça a déjà été dit ce matin. À la fin de la guerre, ces différents services liquidateurs des FFI, des FFC et des FFL ont été rattachés au ministère des Armées. Après un bref intermède de 5 ans où ils étaient rattachés à la vice-présidence du Conseil, ils ont été rattachés à la DPMAT. Donc on voit après, dans l'évolution de ce service, en 1965, on voit un arrêté ministériel qui précise que la section résistance gère les droits individuels des résistants. En 1980, on crée un bureau résistance qui succède à la section résistance, qui est ensuite rattaché en 1988 à la SDBC, sous direction des cabinets du ministre. En 1999, ce bureau résistance passe sous la coupelle de la DPMA, Direction du patrimoine, de la mémoire et des archives. En 2005, il est intégré au SHD, création du SHD, au sein du DIMI, département interarmé ministériel et interministériel. En 2013, disparition du DIMI, donc le bureau résistance n'existe plus en tant que tel. Donc il éclate, en fait, c'est ce que Frédéric a dit ce matin. Donc la gestion des fonds, valorisation des fonds est rattachée au DFA, département des fonds d'archives. Et la gestion des droits, enfin ce qu'il en reste, hein, on va voir ça tout à l'heure, relève du département de la collecte et des recherches administratives, le DCRA. Donc les missions de ce bureau résistance, alors au fil du temps, alors au terme de l'arrêté initial qui portait organisation de la DPMAT, le bureau de résistance assurait la liquidation des questions afférentes aux services rendus dans la résistance à titre militaire. Donc on est bien dans le domaine militaire. Là, on est vraiment dans le cadre de l'homologation des services militaires. C'est la raison pour laquelle on va se concentrer sur les 5 grandes familles de la résistance pour lesquelles on va valider les services militaires. Donc cette gestion des droits individuels, c'est la validation des services et la délivrance de titres d'appartenance, les FFI, les CAFI, les fameux CAFI, on verra ça tout à l'heure, la RIF, la FFC, la FFL. La validation des services des campagnes et des blessures pour la DIR, parce que même si ce n'est pas des services militaires, on leur a... les attestations de la DIR sont données par l'ONAC. Nous, en tant que bureau résistance, on valide des services militaires pour permettre à ces gens-là de faire valoir des droits à pension, des droits à solde éventuellement. On intervient aussi pour renseigner la SDBC dans le cadre de mémoires. Il y a beaucoup de mémoires, hein, de plus en plus, hein, pour les ordres nationaux. Donc nous, comme on détient les dossiers de ces gens-là, on est très souvent sollicité par SDBC pour des copies de dossiers, pour permettre à SDBC de faire des mémoires, de propositions dans les ordres nationaux. On renseigne aussi l'ONAC en vue de l'attribution de la carte et de la croix de CVR. Et il y a aussi, alors ça relève plus de Frédéric, c'est la gestion des archives, la valorisation. C'est plus de 600 000 dossiers individuels, et puis il vous en a parlé ce matin, hein, les dossiers des réseaux et des maquis. Mais ça, ce n'est pas vraiment mon domaine. Mon domaine, c'est la gestion des droits. Donc on est sollicité plus maintenant par SDBC pour la gestion des droits. Alors, on va voir par grandes familles de résistance, hein, donc les grandes familles de résistance qui sont susceptibles de faire valoir des services militaires, hein, c'est les FFL, les FFC, les FFI, la RIF, et aussi la DIR, les déportés internés de la résistance. Donc on valide aussi des services militaires. En ce qui concerne les FFL, les premiers, donc les FFL, bon, je pense que vous savez tous, hein, ce sont les volontaires qui ont rejoint le général de Gaulle
et qui se sont engagés pour servir dans les FFL entre le 18 juin 40 et le 31 juillet 43. Il s'agit là de l'armée régulière de la France libre, donc c'est un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Donc là, on a affaire à des militaires. Donc les services administratifs de la France libre ont tenu à jour leurs pièces matricules, et le bureau résistant détient ces pièces. Donc c'est sous la forme de SS, enfin on détient les dossiers de ces gens-là. Donc on est à même de délivrer les titres d'appartenance à la France libre, qui sont au nombre de 5. Donc on peut délivrer des cartes d'identité de membres des FFL, les diplômes de remerciement du général de Gaulle, c'est le diplôme du général de Gaulle, le fameux diplôme, hein. Le diplôme de la médaille commémorative des services volontaires de la France libre, le titre reconnaissant la qualité d'engagé volontaire dans les FFL, et enfin l'attestation d'appartenance au FFL. Donc le nombre officiel des Français libres est à peu près de 52 000, donc on a à peu près délivré 52 000 titres. Alors on n'en délivre plus de titres, mais on pourrait encore, parce qu'il n'y a pas forclusion en matière de FFL. Je veux dire, si demain une personne se manifeste et qu'on retrouve dans les archives la preuve de son appartenance au FFL, on pourrait très bien lui délivrer une carte d'identité des membres de FFL. On sort encore des diplômes de remerciement du général de Gaulle, on en fait. On fait encore des diplômes de la médaille commémorative des FFL. Donc les textes, c'est l'accord franco-anglais du 7 août 1940, hein, entre De Gaulle et puis l'accord d'Angleterre, et puis l'instruction du 29 juillet 1953, relative à l'attribution des différents titres reconnaissant les services rendus à la France libre et dans les forces françaises libres. Donc en matière de FFL, c'est la seule grande famille qui nous sollicite encore, ici au niveau bureau résistance, puisqu'ils peuvent encore demander, donc on a encore des demandes de diplôme du général de Gaulle, c'est très très rare, hein, mais ça peut arriver encore. Donc on recherche dans les dossiers. Si le diplôme n'a pas été attribué, si on n'a pas la preuve de l'attribution du diplôme, on l'attribue. On fait un diplôme, on a encore des diplômes vierges, donc on les attribue. Donc voilà, on a encore un certain stock, donc on peut encore en attribuer. Donc c'est quasiment la seule famille qui nous sollicite encore, hein. Après, on a les forces françaises combattantes, les FFC. Donc là, il s'agit des gens qui ont armé les réseaux de renseignement, d'action ou d'évasion. Donc je ne vais pas trop m'attarder dessus, parce que je crois que Michel va intervenir là-dessus. C'est le décret. Alors, le décret qui parle, enfin le texte réglementaire qui parle de cette famille, c'est le décret du 25 juillet 1942, le décret 366, qui fixe les règles d'intégration au FFC du personnel des territoires occupés par l'ennemi ou soumis à l'autorité du gouvernement de Vichy et de sa circulaire d'application. Donc la difficulté, Michel vous en parlera, hein, c'est que seuls certains d'entre eux ont signé un véritable acte d'engagement. Ils ont par la suite recruté des volontaires, mais ce mode de recrutement par cooptation successive, associé à l'absence d'archives et au fonctionnement très cloisonné des réseaux, ont entraîné des difficultés à la libération pour la liquidation administrative de ces services. Donc il a été décidé à la libération que les chefs de réseau établissent des listes de leurs agents en vue de la liquidation définitive de ces droits. Donc il a été établi des listes par un officier liquidateur. Sur ces listes, il y avait tous les agents qui avaient travaillé, hein, Michel, pour chacun des membres du réseau. Donc on avait la date d'entrée, la fin du service, le degré d'implication. Alors, en matière de FFC, il y a 3 catégories. Il y a les O, les P1 et les P2. O, c'est les agents occasionnels, P1, P2, en fonction de leur degré d'implication. Et ensuite, on pouvait déterminer le grade. Alors, en ce qui concerne les agents occasionnels, c'est pas un service militaire. Donc ces gens-là ne pouvaient pas faire valoir de droits en matière de carrière militaire. Les agents P1 pouvaient faire valoir une carrière militaire, mais il n'y avait pas d'assimilation de grade. Seuls les agents P2 avaient un grade d'assimilation et pouvaient après faire valoir les droits afférents à la qualité de militaire. Enfin, ça, je pense que Michel pourra vous en parler plus profondément, plus particulièrement. Hein.
Donc, alors, en ce qui concerne ces listes, on a recensé 109 000 agents. Là, je parle sous le contrôle de Michel. Pour 300 réseaux homologués, à peu près. Hein. C'est voilà, 300, aux environs 300 réseaux homologués. Alors, ces listes visées par la Commission nationale, il y avait une commission nationale d'homologation des FFC, ont été arrêtées le 6 décembre 1949. Et ce sont les seuls qui vont permettre de délivrer aujourd'hui encore les attestations d'appartenance au FFC. C'est-à-dire que nous, ex-bureau résistance, on pourrait encore délivrer des attestations FFC si ces gens sont sur ces listes. C'est-à-dire que si ces gens sont sur ces listes, on peut délivrer des attestations. Moi, je suis là depuis 2014, j'en ai pas délivré, mais ça pourrait arriver, on pourrait le faire. Voilà, exactement. Des familles pourraient demander une attestation d'appartenance au FFC. Donc nous, on regarde sur les archives, hein, on a les listes des chefs de réseau. Si on retrouve la personne, on va sortir une liste, enfin, on va sortir une attestation d'appartenance au FFC. Donc là, je vous ai mis un modèle, voilà, un modèle d'attestation. Ah non, mais ça c'est FFL, Force française combattante. Voilà. Là, c'est un modèle d'attestation d'appartenance au FFC. Donc vous avez un grade d'assimilation. Là, en l'occurrence, c'est un lieutenant. Donc c'est quelqu'un qui était au réseau Castille. Hein. Donc on lui a sorti, ça a été fait en 1958. Hein. Donc à partir de ça, il va pouvoir faire valoir ses droits au niveau militaire. Ouais. Bon. Force française combattante. Oui, vas-y. Voilà. Ça, c'est une attestation FFC. Ouais. Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Donc ça... L'attestation n'a pas été envoyée systématiquement aux agents. Si vous voulez, on attendait qu'ils en fassent la demande. Donc certains l'ont faite parce qu'ils étaient membres d'associations, ils savaient qu'ils pouvaient faire cette demande, ils l'ont faite. Mais d'autres n'en ont jamais rien fait. Aujourd'hui, ils pourraient demander cette attestation. La condition, il vous l'a dit, Eric, c'est que leur nom figure sur la liste officielle. Et cette liste officielle, elle se trouve ici. Elle est conservée dans les dossiers 16P, dans les dossiers, 17P, les dossiers collectifs des réseaux. Et cette liste, c'est une liste qui est signée par le ministre officiellement, ce sont des signatures manuscrites. C'est une minute. C'est un document original. Moi, je n'arrête pas de dire à Frédéric, il faut que ces listes-là, elles soient fixées une fois pour toutes, qu'elles soient figées, qu'elles soient numérisées. C'est le document officiel. Quand on va chez un notaire, il va sortir la minute, c'est la liste officielle des agents du réseau. Et elles sont établies malheureusement sur un papier de période de pénurie. Donc petit à petit, ce papier se décompose. On est allé quelquefois à écrire à 1 millimètre de la marge, seulement le papier était rare, et ce millimètre, petit à petit, il disparaît. Donc la lettre initiale du nom, elle disparaît. Il faut faire quelque chose, il faut sauver les listes des agents FFC. Maintenant, moi, on n'a quasiment pas de demande. Enfin, moi, je suis là depuis 4 ans. J'ai jamais eu de demande d'attestation FFC. Je pense que tous les droits ont été donnés. Enfin, au niveau FFC, les seules demandes qu'on a, nous, c'est FFL. C'est vrai qu'au niveau FFC... Mais la possibilité existe, il faut le savoir. Si quelqu'un veut une attestation FFC, on peut encore en délivrer. Autre grande famille, les FFI. Donc, les FFI, donc, dont les textes sont régis par l'ordonnance du 9 juin 1944, portant statut des FFI, et le décret du 20 septembre 1944, et aussi d'instructions qui portent codification des dispositions concernant l'application des décrets, enfin, relatives aux FFI. Donc, les FFI, c'est l'ensemble des unités, sont constituées par l'ensemble des unités combattantes qui ont pris part à la lutte contre l'ennemi sur le territoire métropolitain, donc les maquis, les corps francs. Donc ce sont des forces armées. Donc là, on est vraiment dans le cadre c'est vraiment des droits liés ce sont des droits militaires, ce sont des droits aux armées, qui ont combattu volontairement l'ennemi
et qui ont accompli des actes de guerre au cours des combats de la libération. Donc le fameux titre que tout le monde connaît, hein, c'est le CAFI, le fameux certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Le problème de ce CAFI, c'est qu'il y a une date de forclusion. Donc la demande devait être déposée avant le 1er mars 1951. Donc toute demande déposée après le 1er mars 1951 n'est plus recevable. Donc voilà, un problème de CAFI, un problème de FFI, le problème est réglé. Alors on peut encore émettre des CAFI, c'est ce que je disais ce matin. Il y a un nouveau modèle de CAFI en 1980 qui est sorti, qui reprend. Mais alors il faut qu'il y ait un ancien CAFI. Je veux dire, on va pas sortir un nouveau CAFI comme ça. En fait, on recrée un ancien CAFI. On pourrait, hein, demain, si on a une demande de quelqu'un qui me demande un nouveau CAFI, s'il a un ancien CAFI, on va reproduire sur le nouveau modèle, parce qu'il y a un nouveau modèle de CAFI qui est sorti en 80 par SDBC. Donc, mais il faut que la demande ait été faite avant le 1er mars 1951. Donc là, on est vraiment dans un problème de forclusion, sauf il y a quelques exceptions, je crois. Hein. Les gens qui auraient été déportés, enfin bon, il y a vraiment, à part quelques exceptions, normalement, la date de forclusion, il fallait faire la demande avant le 1er mars 1951. Donc la demande, c'est une commission régionale hein, qui statue sur la demande de CAFI. Donc, si ce qui avait été demandé reçoit l'aval, c'est signé par le général commandant de la région militaire. Donc suite à ça, le bureau résistance, enfin ou les différents services liquidateurs, ensuite le bureau résistance, émettait un CAFI. Voilà. Donc ce CAFI permettait ensuite de faire valoir des droits militaires. Hein. C'est très important tout ça, parce que là on est dans le domaine des droits liés à la carrière militaire. Donc des droits à solde, des droits à pension, des droits à pécule, donc des droits à campagne double, des droits à campagne. Donc là on est vraiment dans un domaine militaire. Hein. C'est vraiment la résistance côté militaire. Donc ça a un côté quand même assez important. Donc il y a à peu près 250 000 combattants qui ont été homologués au titre des FFI. Voilà. Là, je vous ai mis un modèle de CAFI, Force française de l'intérieur. Voilà. Bon, un CAFI, peut-être que vous connaissez, vous avez tous vu un CAFI. Hein, c'est vraiment le modèle type en matière de titre d'appartenance à la résistance. Tout le monde connaît le CAFI, le fameux CAFI, donc d'appartenance au FFI. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en matière de grade, d'assimilation de grade, je crois que... Alors, on pouvait émettre des CAFI avant la date du débarquement, je crois. Et l'assimilation de grade n'intervenait qu'après, je crois, je me souviens plus de la date exacte, mais je crois que c'est après juin 1944. Donc, les CAFI, on en a émis avant 1944, mais pour l'assimilation de grade, c'est après la date du débarquement. Je crois que c'est le 9 juin. Je crois que c'est le 9 juin 1944. Exactement. Voilà, c'est ça. Là, je parle sous le couvert de l'adjudant-chef du Martin, qui m'a précédé, qui connaît sûrement plus le sujet que moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Donc, on va passer maintenant. Alors, une autre grande famille, c'est la résistance intérieure française, la RIF. Donc la RIF, Résistance intérieure française, est régie par un décret de 1947, hein, par un arrêté et par une instruction de 1947 également. Donc le problème de la RIF, c'est que ce sont des services civils. Ce sont des services qui n'ont pas été considérés comme des services militaires. Leur opposition à l'occupant s'est concrétisée par des rédactions de tracts, des impressions de journaux clandestins, fabrication de fausses cartes d'identité, des hébergements de réfractaires. Donc ce n'était pas assimilé à des services militaires. Il a quand même été décidé que ceux qui avaient subi un préjudice grave, donc ceux qui avaient été internés, déportés, ceux qui avaient subi des blessures, des maladies consécutives à la captivité, ceux qui étaient décédés, hein, tout simplement, pouvaient bénéficier de droits ouverts aux militaires. Et ils ont pu faire homologuer à ce titre leur service. Donc ils ont pu obtenir des pensions à titre militaire. Donc il y a une commission nationale d'homologation de la RIF qui a statué sur ces cas, sur ces différents cas.
et sur la réalité des services allégués par les requérants. Donc on a identifié à peu près 22 000 personnes internées, déportées, blessées ou tuées dans le cadre de la RIF, qui ont obtenu des certificats d'appartenance à la résistance intérieure française. Donc ce sont des certificats qui leur ont permis après, par la suite, d'obtenir des pensions, ou à leurs descendants d'obtenir des pensions d'invalidité, des reversements de pensions. Alors, comme les FFI, la date de forclusion était au 1er mars 1951 pour les assimilations de grade. Donc il fallait absolument faire la demande avant le 1er mars 1951. Donc là, j'ai un modèle de certificat. Alors ça, c'est voilà, un certificat d'appartenance aux forces françaises de l'intérieur. Certificat d'appartenance à la RIF. Donc ça devait être demandé avant le 1er mars 1951. Donc normalement, on ne peut plus en établir, contrairement au FFC, contrairement au FFL. La RIF, on ne peut plus en établir, sauf s'il n'y a pas d'assimilation de grade. On pourrait à la limite en établir sans assimilation de grade. Mais bon, on n'a pas la demande. Hein. La dernière grande famille, c'est les DIR, hein, c'est déportés internés de la résistance. Attendez. Voilà, les déportés internés de la résistance. Alors les titres sont donnés, c'est ce qu'on a vu ce matin, par l'ONAC. C'est l'ONAC qui va attribuer le titre d'un déporté interné de la résistance. Et le service, le bureau résistance, lui, va valider des services. Parce que ces gens-là, on a décidé de leur attribuer des services militaires pendant leur temps de déportation pour leur permettre de faire valoir des droits à pension, des droits à pécule, des droits à PMI. Donc le service, le bureau résistance va, une fois que le titre de déporté interné de la résistance a été délivré par l'ONAC, nous, on distribue un certificat, enfin on donne un certificat de validation des services, campagne et blessures. Donc c'est tout ce qu'on fait au niveau de ce que faisait. C'est ce que faisait, parce qu'on ne le fait plus. Hein. C'est ce que faisait le bureau résistance. Donc on validait les services en campagne. Alors, je vais juste préciser quelque chose donc, concernant les déportés internés résistants. Donc, pour ce statut qui est délivré donc, par le ministère des Anciens Combattants, les dossiers, on l'a vu ce matin, sont conservés à Caen, à la division des archives des victimes des conflits contemporains. Donc, la procédure de demande, elle est traitée par le ministère des Anciens Combattants et les dossiers sont à Caen. Mais à Vincennes, on a aussi, une fois que la demande avait été validée, on a aussi le dossier de suivi. Donc le dossier Éric l'a rappelé, de service militaire qui a été agréé parce que la personne a été homologuée déportée internée de la résistance. Donc des dossiers de DIR, en fait, on en retrouve à la fois à Caen et à Vincennes. Et ça concerne les mêmes individus. Donc pour un même individu, on aura deux dossiers. Un dossier à Caen et un dossier à Vincennes. Ça, c'est important de le souligner parce que souvent, on s'y perd un petit peu. Donc voilà, les dossiers des déportés internés résistance sont souvent à deux endroits. Donc c'est important pour eux parce que ça leur permet d'avoir aussi une assimilation de grade. Ils ont au niveau des pensions militaires d'invalidité, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. Donc il y a eu pas mal de demandes à ce niveau-là. Alors, pour en revenir... décidément, je sais pas, voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces titres qui ont été attribués pouvaient se voir retirés ou modifiés. Donc c'est prévu par une ordonnance du 16 décembre 1958. Bon, on n'a pas les chiffres, on ne sait pas combien de titres ont été retirés, mais au niveau réglementaire, au niveau législatif, la possibilité existe. Donc il y en a certainement eu des gens qui se sont vus retirer leurs titres parce qu'ils en fait, voilà quoi, je veux dire, ils n'avaient pas toutes les conditions requises. Ou après enquête, il s'est avéré qu'il n'avait pas toutes les conditions pour pouvoir obtenir ces titres. Récemment, j'ai découvert un cas. Alors c'est parce que bon, je m'intéresse depuis peu de temps aux archives départementales de la Côte d'Or, au lieu d'internement que fut le fort d'Hauteville-les-Dijon pendant l'occupation. On trouve là, dans ce fort 3821 hommes, tous condamnés par une juridiction allemande à une peine à temps.
à durée déterminée. Et puis l'un d'entre eux, comme ça, je lui dis, tiens, je vais creuser un petit peu son histoire. Alors, le dossier est ici en CSP, j'ai regardé le dossier. Alors, dans son dossier, on voit qu'il a obtenu à la libération des titres de résistance parce qu'il a mis en avant qu'il avait été interné, condamné par un tribunal militaire allemand et interné au fort d'Hauteville de Dijon. Et puis ensuite, je ne me rappelle plus trop ce qu'il était devenu, peut-être qu'il était envoyé en Allemagne sans beaucoup trop de précision. Et au bout d'un certain temps, l'administration se rend compte que cet homme, en fait, il a été condamné, certes, par la juridiction allemande, peut-être en bonne et due forme, mais pour un délit de droit commun. Alors, il a peut-être volé des pneus, je dis ça comme ça, mais pas dans un garage français. Il a volé des pneus dans un garage allemand, vous voyez. Et là, on lui retire le titre parce qu'on dit ça, il est condamné, certes, il fait de l'internement, certes, mais ce n'est pas un acte de résistance. Vous voyez ? Donc, alors dans le dossier, on voit, on vous demande de rendre vos titres sous menace, c'est pas écrit comme ça, mais au risque de poursuite pénale dans le futur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il rend évidemment les titres, et les choses s'arrêtent là. Mais il y a des titres qui sont retirés sur cette base-là. Peut-être pas tous, évidemment, mais il y en a. Hein, on trouve des exemples. Oui, oui. Et ça apparaît dans le dossier. On peut trouver ça dans le dossier CSP. Oui, oui. Donc. Pour terminer, alors le bureau résistance n'existe plus. Hein, ces activités ont été reprises par la DRAGD, dont je suis le responsable, la division des recherches administratives et de la gestion des droits. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, donc, il y a une personne qui s'occupe. Enfin, actuellement, il n'y a plus personne parce que le poste est vacant. Il va être comblé au mois d'août, j'espère, au mois d'août ou au mois de septembre. Donc, mais normalement, c'est une personne qui s'occupe de ça. À l'époque, à la grande époque du bureau résistance, ils étaient, enfin, l'adjudant-chef du Martin ne me contredira pas, ils étaient une dizaine, 14 en 98. Donc, c'est pour vous montrer la baisse du trafic. Hein. Donc là, il y a une personne qui ne fait pas que ça, mais qui s'occupe aussi de ça. Donc, l'essentiel de ces activités, en fait, on n'est plus sollicité pour la validation des services, à part les FFL, où on fait de temps en temps des diplômes de Général de Gaulle. En 2016, on en a fait 11. En 2017, on en a fait 1. En 2018, on n'en a pas encore fait. Hein. Donc ça commence à se tarir vraiment sérieusement. Donc on est surtout sollicité par la sous-direction des bureaux des cabinets pour des copies de dossiers de résistants dans le cadre des mémoires, pour des propositions pour les résistants particulièrement valeureux, pour les ordres nationaux. On transmet aussi des copies de dossiers à l'ordre de la libération, aussi à l'ONAC, dans le cadre de carte du combattant, enfin combattant volontaire de résistance, ils veulent savoir si telle et telle personne. Voilà. Donc c'est vrai que c'est une activité qui représente une infime partie de nos occupations au sein de la DRAGD. Hein. Donc l'homologation des droits, c'est devenu quelque chose qui a été depuis très très longtemps. Maintenant, là, je passe la parole à Frédéric. Maintenant, c'est la conservation, la valorisation des archives. On est plus dans la conservation, de la valorisation des archives que dans la gestion des droits. Les droits, ils ont tous été, à part vraiment des exceptions, hein, c'est vraiment très rare maintenant. Mais là, on est maintenant dans l'histoire, dans la valorisation des archives. Donc là, c'est mon collègue de la DFA qui s'en occupe plus que moi. Donc nous, on n'est pas trop sollicités pour ça. Donc, je vais passer la parole à Michel, qui va peut-être vous parler du décret de 42. Déjà, mais merci Eric, en tout cas, pour... Merci pour cet exposé. Alors, c'est intéressant de voir effectivement comment et on l'a expliqué ce matin aussi, comment un bureau qui était purement administratif est devenu en fait... au bout du compte, un service patrimonial, en fait, en charge d'un patrimoine. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'au départ, tous ces dossiers individuels ont été constitués à partir de textes réglementaires, hein, à partir de tout un corpus réglementaire qui a été mis en place à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est intéressant pour vos recherches aussi de savoir que derrière le mot FFI, FFC, il y a des textes de loi, il y a des instructions qui les définissent. Et je trouve que c'était intéressant vraiment de bien, et je crois que vous l'avez très bien fait, de bien définir ce qu'étaient ces différentes familles de résistance.